Bonjour, on Ouais, a, on a dû décaler parce que vous étiez occupé avec l'épreuve de tennis des Jeux Olympiques. ouais. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, 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 oui. Oui. Ah, oui, c'est pas moi qui joue, quoi, donc J'ai pas suivi les résultats. ouais, non, les résultats, ça n'a pas vraiment encore commencé. C'est pour les JO, en fait, donc c'est l'ouverture des JO, c'est le 26. Oui, c'est ça. Et vous avez été rappelé au dernier moment, non? Enfin, la veille? Ouais, en fait, ils donnent le planning au dernier moment à chaque fois. Ah. Ah oui, c'est les prévisions pour la sécurité. Non, ouais, il y a ça, et puis en fait, c'est en fonction du manque de personnes sur les différents sites. Alors, comment êtes-vous devenu kinésithérapeute du sport et qu'est-ce qui vous y a amené? Comment je suis devenu, c'est-à-dire par rapport au parcours ou par rapport au... Oui, le parcours et surtout ce qui vous a donné envie de le devenir. En fait, moi, je pratique les arts martiaux depuis que je suis enfant. Et dans les arts martiaux, il y a une espèce de culture qui dit que pour bien savoir détruire, il faut savoir soigner. Et à partir de là, je me suis mis à étudier l'anatomie, à étudier l'être humain et à essayer effectivement, d'apprendre quelque chose qui me permette de soigner la personne, mais avec les mains. Et il se trouve que le métier le plus proche était la kiné. Et à partir de là, bah, je dis ça, j'avais 10 ans, hein. Mmh. Donc à partir de ça, je suis parti après en tête de faire kiné, spécialisé dans les sports de combat. Donc après, je suis sorti du bac S. Après, j'ai fait donc je suis parti en podologie. J'ai fait des études de podologie parce que pour accéder à la kiné, il y a un concours qui est très dur. Donc pour contourner ce concours-là, je suis parti en études de podologie. Donc la podologie, c'est l'étude de la posture, de la statique, et de la locomotion de l'humain. Voilà. Ça, c'est sur 3 ans. Après, j'ai fait une passerelle, pour la kiné. Après donc je suis arrivé en kiné, donc là, c'est 4 ans d'études. Et après, je suis parti dans la préparation physique. J'ai fait un DU de préparation physique et là, c'était 1 an encore. Donc en gros, le parcours scolaire, ça donne ça. Mmh. Et qu'est-ce qu'un préparateur physique et quel est son rôle et quel est l'intérêt dans votre domaine d'activité d'être à la fois kinésithérapeute et préparateur physique? En fait, il faut bien distinguer le préparateur physique du coach. Le coach, lui, c'est, voilà, une activité physique de la personne. Il fait bouger la personne, point barre. Le préparateur physique, lui, il travaille avec un objectif clair. J'ai une compétition dans 3 mois, il faut que je sois physiquement prêt pour cette compétition. Et là, c'est là qu'intervient le rôle du préparateur physique. Donc c'est la grosse différence, elle est là. Après, sur le terrain, bah, ça reste de l'activité physique, hein. Ça change pas. Après, là, il y a un avantage dans mon métier, c'est que en fait, ça fait un trait d'union. C'est-à-dire que la personne, je la soigne. Une fois qu'elle est soignée, elle a une compétition en général, vu que je m'occupe essentiellement de sportifs. Elle a une compétition, donc je la prépare physiquement pour cette compétition. Elle fait sa compétition et voilà. Hem, Quel est le processus par lequel passe un sportif blessé pour retrouver son meilleur niveau? Il y a plusieurs. Déjà, il y a la case. Est-ce que oui ou non, on répond à la case chirurgie. Est-ce qu'il y a de la chirurgie ou pas par rapport à la blessure? Voilà. S'il n'y a pas de chirurgie, ça part directement en kiné. Là, il se fait soigner. Et après, ça part sur de la préparation physique, enfin, de la réathlétisation. Et après, de la préparation physique. Et après, il est sur le terrain. Et voilà. S'il y a de la chirurgie, bah, la rééducation va être plus longue forcément. Et là, après, le parcours change pas. Mais voilà.
sportif blessé, il passe forcément par un kiné à un moment ou un autre. Quels sont les éléments majeurs de la récupération d'un sportif? Le, la meilleure, les trois piliers de la récupération du sportif, c'est un, le sommeil, deux, la nutrition, et trois, la charge d'entraînement. Ça, c'est les trois gros piliers de la récupération. Après, il y a tous les accessoires, le massage, les ventouses, le cryo, tous ces trucs-là qui représentent environ 10% de la récupération. Mais comme c'est un business, c'est ce qu'on voit le plus partout. Donc on a l'impression que c'est ça la récupération, alors que pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut se faire les ventouses qu'on veut, la cryo qu'on veut. Si on a un sommeil de moins de 5 heures, c'est obligé qu'on va pas récupérer, puis qu'on va se blesser aussi. Donc sommeil, nutrition et charge d'entraînement. Le sommeil, bah voilà, faut dormir entre 6 et 9 heures, ça dépend des personnes. Après, tout ce qui est nutrition, bah faut avoir une nutrition équilibrée et adaptée à ses objectifs. Si on a des objectifs de poids, gestion du poids, etc., faut prendre ça en considération. Si on a des sports à catégorie de poids. Et après, on a tout ce qui est gestion de la charge d'entraînement, où là, bon, c'est un peu le rôle du préparateur physique, justement, d'adapter les charges à l'état physique de l'athlète. Si mardi, il a fait une très très grosse séance, qu'il a bien fatigué, bah, mercredi, on va y aller doucement, ou on va y aller moyennement. On va pas faire deux grosses séances dures de même intensité qui se suivent. Sinon, pareil, s'il y a un de ces piliers-là qui est pas respecté, c'est blessure à 80-90%, c'est sûr de te blesser. Donc voilà, en gros. Et quelles sont les grandes étapes de la mise en place d'un programme pour la préparation physique d'un athlète? Et Bah, comment organisez-vous un suivi? en gros, une préparation physique, moi je parle pour le sport de combat vu que c'est mon domaine. Mmh. En préparation physique, une bonne préparation physique, ça se fait 3 mois avant l'échéance. Donc souvent, on vient me voir et on me dit voilà, j'ai une compétition dans 2 semaines, j'aimerais bien être plus fort, plus rapide. Ok, en fait, le corps, ça fonctionne pas comme ça. On n'est pas dans Matrix. Il suffit pas de s'allonger et puis ça va revenir avec une clé USB dans le crâne. Ça marche pas comme ça. Il y a un délai. Il y a des adaptations à mettre en place. Donc le corps en général, il réagit à la sollicitation les 2 mois. Donc si c'est sûr que si on part de zéro, un athlète qui a jamais fait de prépa, qui a pas de physique, bon bah là on va plutôt partir sur 5 mois de préparation que 3. Si on part sur un athlète moyen qui a un état physique qui est plutôt bien, en général 3 mois ça suffit. Le premier mois c'est tout ce qui va gérer, on va dire le général. On va être dans le général, on va travailler un petit peu ses points faibles, mais on reste général. Donc ça va être du cardio, de la force, ça va être de l'endurance spécifique, endurance de force. Voilà, un petit peu général. On fait en fait la base de la pyramide. Après, on va partir sur tout ce qui va être un petit peu plus spécifique. Donc on va se rapprocher du sport en question. On va se rapprocher du sport avec des exercices vraiment plus spécifiques et puis aussi axés sur les déficits de la personne en question. Et en dernier, c'est le dernier mois, c'est plutôt la phase d'affûtage où là, on va vraiment être très 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 spécifique sur ce qui manque à l'athlète et aussi pousser au maximum ses points forts. Voilà. Et la dernière phase de la prépa, c'est-à-dire quelques semaines avant le combat, enfin avant le combat, si on parle d'un combattant, ou avant la compétition, là, on va vraiment garder la même intensité, mais diminuer le volume d'entraînement. C'est-à-dire vraiment, on va faire, si avant on était à 5 entraînements par semaine, là, on va vraiment diminuer à 2,
Mais par contre, on va maintenir l'intensité. C'est-à-dire que c'est 2 entraînements qui vont être durs pour que le niveau soit conservé, sans pour autant blesser l'athlète. Donc voilà. Et puis la dernière phase, juste la semaine avant la compétition, là, en général, c'est une charge qu'on appelle deload ou décharge, où là, l'athlète, c'est que de la récup et il n'y a plus aucun effort de fourni à part du technique. Et ça permet vraiment qu'il arrive le jour de la compétition bien frais, pas épuisé, pas fatigué, quoi. Vous êtes préparateur physique, mais préparez-vous aussi mentalement les sportifs? Et quels sont les éléments d'une préparation mentale pour un sportif, en particulier un combattant? Je fais pas du tout de préparation mentale. Ça, c'est vraiment un métier à part. Euh, donc je fais pas du tout de préparation mentale. Donc je peux pas trop te répondre là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que oui, le mental a un intérêt super important en plus dans les sports de combat. Et que la préparation mentale, c'est un truc qui est encore sous-coté, qui va venir petit à petit, mais qui reste encore sous-coté. Euh, donc voilà, Donc je peux c'est te dire ça. sous-estimé. Près de près de la moitié des Français aujourd'hui sont en situation de surpoids et d'obésité. Quels sont selon vous les facteurs qui ont mené la société française à cette situation? Oh, c'est pas la société française en particulier, c'est la société mondiale. Mmh. Te balader un peu aux États-Unis pour comprendre que nous, on n'est pas trop dégueu en fait. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que d'une manière générale, le sport est pas super coté, même dans les pays dits pro sport, etc. Faire du sport, on est on est très très peu à être payé à faire du sport. Voilà, c'est le sport, c'est plus une dépense de quelque chose qu'un gain. Donc ça fait que déjà ça pousse pas à en faire. Après, il y a aussi la notion de maintenant tout est un petit peu à portée de main. On peut sans sortir de chez soi, on peut tout avoir. On n'a plus besoin d'aller crapahuter, courir je sais pas où pour aller chercher à manger. Là, on a à peu près tous en bas de chez nous un moyen de subvenir à nos besoins de base. Ça, c'est sûr que ça a impacté notre dépense calorique de la journée. Après, il y a aussi une- un, comment dire, une communication de l'État d'une manière générale. Il suffit d'allumer une télé et puis de voir un peu les pubs qui passent. Il y a aucune pub qui dit allez-y bougez, allez aujourd'hui vous allez faire tant de je sais pas tant de marches ou non, c'est des pubs de bouffe, de bouffe et qui est des pubs de bouffe qui sont donc préparées, hyper caloriques et adaptées à l'heure à laquelle il est. C'est-à-dire que voilà, là il est 19h, donc on va avoir des pubs d'apéro. Et puis le soir, on va avoir des pubs de gâteaux, des gâteaux au chocolat. Voilà. Donc il y a aussi ça. Donc on a beau dire manger, bouger, écrit en tout petit en bas des trucs. Non, concrètement, il y a pas, on pousse personne à bouger en fait. On pousse les gens à rester chez soi. Donc ça participe à faire une population un peu, on va dire, qui grossit quoi. Mmh. Et à ce sujet, quels sont, les rapports qu'entretiennent le sport et la santé? Même si c'est assez vague. J'ai pas compris la question. Quels sont les rapports, qu'il y a entre le sport et la santé? Bah, on sait, hein, toutes les études ont montré hein, que une pratique sportive régulière, pas forcément quelque chose d'énorme, juste 30 minutes de marche. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment accessible. On sait que ça réduit toute forme de pathologie, que ça soit articulaire, que ça soit cardiaque, vasculaire. On sait il y a un cocktail hormonal au niveau du cerveau, protecteur cérébral, enfin
C'est le sport est quelque chose d'indispensable pour l'être humain. On essaie justement, comme je disais avant, on essaie de nous faire croire que non, que voilà, on peut rester chez soi et tout avoir, mais c'est quelque chose qui est indispensable. On doit bouger, courir, sauter. Notre corps est fait comme ça. On a beau tout avoir à portée de main, on doit quand même se forcer à aller marcher, à aller faire du sport. Euh, Ça, c'est vraiment, c'est la base, quoi. Que toutes les études le disent et le redisent, mais bon, ça, c'est ce genre d'études qu'on lit en transversal et puis les pouvoirs publics et l'État s'en foutent, quoi. Ça n'a pas d'impact. Euh, que recommanderiez-vous à des personnes en état d'obésité ou de surpoids pour commencer à perdre du poids? Bah, pour perdre du poids, c'est pas très compliqué en soi, hein. Tout est question de la balance calorique. Qu'est-ce qu'on apporte à son corps et qu'est-ce qu'on Dépenses? dépense. Donc c'est assez simple, hein. Donc si on veut perdre du poids, bah, il suffit que cette balance aille dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va augmenter les dépenses par rapport à l'apport. Donc comment on fait ça? Bah, il y a 2 options. C'est un, soit on diminue complètement l'apport, heu, sans faire plus d'activité, mais on diminue l'apport, donc automatiquement la balance, elle va aller dans ce sens-là. Mais c'est super restrictif, c'est super agressif, et puis, ça, le corps, lui, il est très sensible à ça et il va envoyer pas mal de signaux d'alerte. Dès qu'on commence à avoir, faim et qu'on persiste un peu dans cette faim, bah, le corps le voit ça comme une alerte et il va envoyer un maximum de signaux en mode, danger, danger, il faut absolument manger quelque chose de sucré, de gras. Donc c'est pas ouf de faire des régimes, par exemple. Les régimes sont pas fous à cause de ça. Après, on va dire qu'on continue à manger comme on mange. Par contre, on va augmenter la dépense calorique. Donc là, on va se mettre à faire du sport. Donc là aussi, on va perdre du poids. Encore une fois, heu, c'est bien, c'est bien. C'est la manière la plus saine de commencer les choses, on va dire. Après, la manière la plus optimale, bah, c'est de faire les 2. C'est de gérer son alimentation et de l'autre côté, augmenter sa dépense, calorique. Faire un peu de sport et avoir une alimentation relativement équilibrée, c'est-à-dire sans forcer, avec des plats préparés, avec des choses comme ça, et sans grignoter entre les repas, faire attention aux boissons sucrées, parce que ça, c'est des faux amis. On a l'impression que juste boire comme ça suffit, mais non, boire, c'est comme si on mangeait un bonbon à chaque fois, en fait, surtout les boissons Coca, tous ces trucs-là. Comme si on mangeait un bonbon, donc forcément, la balance calorique, elle va aller dans l'autre sens. Donc, voilà, c'est juste un dosage à avoir. Donc, si on veut perdre du poids, ça, c'est sûr c'est comme ça faut le gérer. Après, il y a toujours une part de génétique. On n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le, la même génétique par rapport à la, à la dépense calorique, au stockage des graisses, etc. Donc, il y a aussi ça qui entre en ligne de compte à considérer, c'est sûr. D'ailleurs, la génétique joue-t-elle un grand rôle dans les performances, sportives? Ouais, la génétique, on va dire que c'est la petite étincelle, c'est 10%, c'est le talent, c'est voilà, c'est le don c'est la personne qui a son petit talent, quoi. Bon, un talent, ça se travaille, ça s'entretient, donc c'est juste 10% des choses. C'est pas pour autant que ça va, suffire à une personne. Ça, c'est rien remplacera le travail, ça c'est sûr. Même si génétiquement la personne elle est favorisée. Et quel regard portez-vous sur le dopage? Et quel mensonge aussi, enfin erreur à ce propos, dénonceriez-vous? Oh, c'est pas compliqué en fait dans tous les sports, où il y a de l'argent, où il y a une notion d'argent, gain d'argent, il y a du dopage. Le dopage, c'est partout. Et dans tous les sports, dans toutes les fédés, c'est quelque chose que
tout le monde sait, mais voilà, faut pas le dire. C'est beaucoup plus toléré aux États-Unis et dans des pays comme ça, pays de l'Est. C'est limite normal, en fait, ça fait partie de la nutrition du sportif. Il y a aussi les suppléments en testo, en hormones de croissance. Voilà, c'est normal en fait. Mais en France, bah voilà, c'est mal vu, c'est pas Coubertin de se charger. Euh, mais bon, c'est pourtant ce qui se fait déjà. Voilà, dès qu'on voit des grands noms qui passent à la télé, etc. Voilà, faut pas se poser de questions, ils sont chargés, c'est comme ça. C'est comme ça pour arriver à un tel niveau. À un moment, quand on est en face de nous, quand en face de nous, on a des personnes qui poussent plus fort, qui courent plus longtemps, qui voilà, grâce aux produits, et que nous, bah, on veut justement aller plus haut encore qu'eux, bah, il n'y a pas 36 solutions, hein. On est obligé de se charger, quoi. Et bon, quelque chose qui est complètement normal dans le monde du sport, qui est encadré, hein. C'est pas les mecs qui se piquent dans leur vestiaire. C'est quelque chose qui est très encadré par les médecins, donc il y a une espèce d'omerta là-dessus. Faut pas en parler, mais bon, tout le monde le sait. Et les médecins sont les premiers informés, c'est même les premiers à donner des produits. Souvent, ça commence après une blessure. L'athlète se blesse et bon, bah, il a une compétition dans pas longtemps. Il s'est blessé. Comment on fait pour qu'il récupère plus vite? Bah là, c'est pas à base de cryo, hein. C'est voilà, s'il dit, écoute, on va te faire une petite cure de GH. T'inquiète pas que dans 2 3 semaines, tu recours, quoi. Donc voilà. Et après, à partir de là, bah, une fois qu'on a goûté une fois à la charge et qu'on voit son corps devenir hors norme, en fait, bah c'est difficile de se dire non, non, bon, bah je vais redevenir un humain, puis je vais laisser les charger. Je vais essayer de dépasser les chargés sans être chargé. Non. En général, les gars, ils disent bon, ah ouais, ça c'est un effet de fou. Vas-y, donne-moi-en. Donc voilà. Hmm. Suite à la période Covid, nous avons connu une inquiétante augmentation des cas de maladies cardiovasculaires qui a fortement impacté la vie de nombreuses personnes. Que recommanderiez-vous à ces personnes qui souhaiteraient retrouver une activité physique? Ouais, j'ai eu pas mal de personnes au cabinet qui sont revenues d'un Covid avec beaucoup de fibrose pulmonaire, beaucoup de problèmes respiratoires et cardiaques. Bah, il faut, il y a pas de mystère, hein. Le corps humain s'adapte en permanence, donc bah, il va falloir se remettre au sport très progressivement, si possible être encadré idéalement par par un kiné ou un coach spécialisé dans tout ce qui est reprise du sport. Là, on parle vraiment de sport santé, quoi. Donc ça, en gros, ouais, voilà. Et beaucoup d'activités cardiovasculaires, forcément. Et quel conseil donneriez-vous à un sédentaire qui ne sait vers quoi enfin, qui voudrait se mettre à une activité physique pour sa santé, mais qui ne sait vers quoi se tourner? Ça dépend de chaque personne, hein. Il y a les goûts de chacun. Est-ce que c'est un sport? Est-ce qu'il veut faire un sport individuel? Est-ce qu'il veut faire un sport collectif? Est-ce qu'il veut faire un sport avec du matériel? Pas du matériel? Sans matériel? Est-ce que voilà, il y a plein de questions à répondre pour cibler les choses. On va dire en général pour commencer, pour pas que ça soit trop contraignant, faut que ça soit quelque chose qui soit près de chez lui. Ça sert à rien d'un truc super loin, faire je sais pas du cheval, je sais pas dans quelle forêt, alors que en bas de chez toi il y a déjà des activités qui sont pas mal. Donc déjà un truc qui est pas loin de chez soi, c'est déjà bien. Et puis encore une fois, comme je disais, il y a pas besoin de faire des activités de folie pour avoir un bénéfice sur la santé. Juste déjà marcher 30 minutes, c'est déjà pas mal, hein. Une bonne marche 30 minutes
à 5-7 km/h, ça fait déjà une bonne fatigue, quoi. Voilà, savoir exactement ce qu'il doit faire, quel sport choisir, ça dépend de chacun ça, hein. Et à ce sujet, les Français vivant aujourd'hui majoritairement en ville, beaucoup se tournent vers les salles de musculation pour pratiquer une activité physique. Mais les influenceurs, souvent mal formés, répandent parfois de mauvaises pratiques et beaucoup de personnes s'entraînent d'une mauvaise façon, pouvant mener à des blessures. Que conseillerez-vous à des débutants qui se mettent à la musculation? Comment s'informer, adopter un bon plan d'entraînement et le modéliser? Hem, c'est sûr que on voit pas mal d'instagrammeurs qui partagent pas mal de bêtises, pour faire des vues. Donc déjà, ça c'est clair et net qu'il faut surtout pas les suivre. Faut vraiment les instagrammeurs et tous ces gars-là, faut vraiment les prendre comme des clowns. Faut regarder ça comme des clowns. C'est marrant, ça fait rire, c'est cool, voilà, c'est divertissant, mais faut surtout pas prendre ça en exemple. Ah oui, OK, il fait ça. Même s'il dit: «Faites ça, c'est super, ce programme est super», soit il y a un truc marketing derrière, soit c'est un clown. C'est parce qu'il faut savoir que les instagrammeurs, pour être instagrammeur, faut passer beaucoup de temps derrière son PC, faut passer beaucoup de temps à monter des vidéos, à faire du contenu, et cetera, et c'est pas forcément du temps, dans la salle à pratiquer, ou à se renseigner sur les différentes pratiques. Bien souvent, ils sont chargés eux aussi, hein, parce que alors eux, c'est vraiment leur fonds de commerce, donc heu, ils sont bien souvent chargés. Là, moi, je pense que je conseillerais un débutant en musculation qui débarque dans une salle, c'est déjà, de se prendre un coach juste pour une semaine. De se prendre un coach et de se faire un petit programme, voilà, de pas débarquer dans la salle comme ça, parce que j'ai suivi des potes et puis faire un truc un peu anarchique. Un, on perd du temps sur une progression éventuelle. 2, on risque de se blesser. Donc vaut mieux, suivre dès le départ, partir dès le départ avec une bonne base, avec un coach qui sont dans les salles, qui sont clairement, payés pour ça, hein, donc il y a des fois, il y a même pas besoin de les payer. C'est-à-dire ils sont là pour ça. Heu, on paye un abonnement, c'est justement aussi pour avoir accès à eux. Donc déjà aller les solliciter, leur dire: «Voilà, j'aimerais prendre mes objectifs, c'est ça, quel type d'exercice je peux mettre en place?» Donc ça, c'est des trucs, qui sont intéressants. Après, effectivement, si on a des objectifs, de compétition ou voilà, bah, faire appel à un préparateur physique, c'est encore un niveau au-dessus. Parce que là, il va mettre en place un programme. Il va mettre en place, une analyse, des points forts et des points faibles, et il va mettre en place un programme sur une certaine durée, et voilà. Après, d'une manière générale, il y a l'erreur, enfin, pas vraiment l'erreur, mais ce qui revient souvent chez les débutants, c'est, «Je stagne». Bon, la stagnation, c'est juste parce que, c'est des personnes qui font presque tout le temps la même chose, sans modification, du programme. Un programme, il doit changer, comme j'avais dit, corps humain, il s'adapte, hein. Donc le programme doit changer en gros tous les 2 mois. Donc s'il y a pas de modification, tous les 2 mois, il y aura pas de progression. Le corps humain, au bout d'un moment, va savoir exactement à quel moment il doit fournir l'énergie, à quelle charge, quel exercice. Donc il va être en mode économie d'énergie. Sauf que s'il est en mode économie, bah, il y a aucune raison de croître, d'être plus fort, d'être plus rapide. Il va rester sur sa base, quoi. Donc voilà, ça c'est une erreur qu'on retrouve souvent chez les débutants, c'est qu'ils font tout le temps pareil, ou alors ils chargent pas assez, ou alors ils chargent trop, donc mauvais dosage. Donc ça, je reviens sur les piliers de la récupération avec la gestion de la charge d'entraînement, c'est ça. Donc voilà, dans un premier temps, on est débutant, on va, comme n'importe quelle activité, on va aller voir un maître, on va aller voir un coach, un préparateur physique. Si on veut s'investir, on paye 50 balles, on a un programme, qui va durer 2 mois, et on a, quelque chose de suivi, de propre, et on part bien, quoi. Pensez-vous que la France est bien dotée en termes d'infrastructures, de formation et de financement dans le domaine du sport? Heu,
pas fou, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas ouf, hein. Bah, là, enfin, ouais, je prends un exemple ça, hein, mais là, pour les JO, le fait qu'il y ait des lits en carton, heu, c'est pas par hasard. C'est Ils font ça en mode, ouais, c'est écologique, ouais, ouais, c'est écologique, oui. C'est surtout que ça coûte rien, quoi. C'est concrètement Donc ils font tout. Concrètement, ils préfèrent sacrifier le pilier principal de la récupération des athlètes pour les JO. Ils préfèrent que les JO que les athlètes performent un petit peu moins pour 35 balles de lit en carton, quoi. Donc ça, c'est quand même, ça montre bien l'état d'esprit général qui est on aime le sport c'est important, mais tranquille quoi. C'est-à-dire financièrement, on va pas non plus mettre des milliers des cents dedans. Moi, comme je travaille avec plusieurs équipes de France, j'ai eu la chance de voyager un peu à travers le monde et de voir un peu comment bossent les autres équipes. Je vois bien la différence entre l'équipe de Russie, par exemple, et l'équipe de France. En Russie, une médaille d'or. Médaille d'or au JO, ça peut taper sur des 50 000 euros. On a un salaire, en plus des 50 000 euros de prime. On a une voiture de fonction, un appart de fonction. Voilà. En France, ça tourne autour de 10 000 et point barre, quoi. Tu rentres chez toi. Mais il ne faut pas compter sur un salaire. Ou alors vraiment très très minime, en dessous du SMIC, 1000 balles, un truc comme ça, quoi. Donc, je vais pas dire non. Y a pas rien. Mais on n'est pas au top du top et c'est pas à la hauteur de ce que la politique veut mettre en place en tout cas. Il y a des beaux mots, mais derrière sur le terrain, c'est pas la même, hein. Là, je vois pour l'équipe de France de MMA, j'ai accompagné l'équipe de France de MMA quand le MMA était pas reconnu en France. Et c'était une entreprise privée qui gérait ça. C'était une espèce un mécène qui payait. Bon, bah, on avait dans l'équipe, on avait kiné, 3 coachs, on avait un nutritionniste, un préparateur mental, physique, voilà. Là, après, le MMA a été légalisé et donc il a été rattaché à une fédé, la fédé de boxe, qui elle, bon, bah, fait partie des JO et fait partie voilà, c'est une fédération, quoi, reconnue par l'État et tout. Et ben, c'est pas compliqué, hein. On est passé de tout ce que j'ai dit avant à un coach, voire 2 si tout va bien, et 2 repas par jour, pas 3. Euh, donc voilà, c'est assez criant qu'il n'y a pas de thunes. Il n'y a pas de thunes pour le sport en tout cas. Il n'y a pas suffisamment de thunes pour performer au haut niveau en tout cas. Donc après, c'est vrai que quand on voit des combattants français ou autres, des sportifs français performer, faut se dire que ouais, ils performent. C'est vraiment des champions parce qu'au final, ils performent dans des conditions qui sont loin d'être optimales. Quel est votre ressenti par rapport aux Jeux Olympiques de 2024? Sur le niveau de préparation des athlètes, le nombre de médailles d'or que la France peut espérer remporter, entre autres? Bon, je pense on est pas mal. Il y a eu justement un petit coup de boost de l'État parce qu'ils étaient un peu en mode bon bah les JO se font chez nous, il est hors de question qu'on se fasse laver chez nous. Donc du coup, ils ont mis un petit coup de boost pour que les athlètes puissent se préparer de manière optimale. Et, euh, et donc bon bah ça a été le cas et je pense qu'il y a pas mal. Je pense qu'il y a il y a des moyens il y a moyen d'avoir pas mal de médailles pour ces JO. Euh, Après, ce que je pense des JO du maire général, euh, bon, comment dire, ils ont tout mis en œuvre pour que ça se passe bien sur le papier. Voilà. Après, sur le terrain, c'est autre chose, quoi. C'est pas, on est, c'est en France, c'est comme ça, c'est-à-dire que
sur le papier, c'est toujours joli. Quand le projet est balancé autour d'une table, c'est toujours joli. Mais après, c'est fait par des gens qui sont un peu déconnectés de la réalité. Et, euh, et quand tu es sur le terrain, bah, c'est pas pareil, quoi. Donc voilà. Quelles mesures devrait, selon vous, prendre le gouvernement pour le sport en France? Bah, ils ont, ouais, déjà plus de le sport prenne un peu plus d'importance déjà à l'école. Ça, c'est la base. Ils ont déjà essayé de mettre en place des trucs, hein. Il y a des choses qui sont un petit peu. J'ai cru comprendre que il y avait, je sais plus, une demi-heure de sport par jour obligatoire à l'école, ou je sais plus, il y avait une loi qui devait sortir comme ça, un truc qui devait sortir. Donc tout se passe déjà au niveau de l'école. Donc au niveau de l'école, effectivement, euh, bah, que le sport prenne une place plus importante, aussi en termes de notes, euh, parce que bon, c'est encore une fois, tant que le sport ne rapportera pas plus, soit d'argent, ne sera pas plus valorisé, même au niveau école, en termes de notes, bah, à quoi ça sert de faire des tours de stade, quoi, à part pour la santé. Donc déjà, essayer de revaloriser un peu le sport par rapport à ça. Et puis, bah, si, c'est sûr que si l'État peut injecter un peu d'argent dans les différentes fédérations, bah, c'est sûr que ça ira plus. Réorienter un petit peu l'argent, peut-être un peu moins dans la recherche, parce qu'ils adorent acheter du matériel. Ça, c'est leur grand truc. Ils adorent acheter du beau matériel, parce que du coup, moi, je bosse à l'INSEP et je vois toujours du nouveau matos, mais il y a personne de compétent pour le faire, pour l'utiliser. Donc, c'est du beau matos, mais bon, ça sert pas à grand chose. Donc aussi, bah, essayer d'injecter aussi dans la compétence plus que dans le matériel. Voilà, en gros. Mmh. Quel est ton pire et ton meilleur souvenir en compétition? Euh, Mon meilleur souvenir, c'est, on va dire, d'accompagner Francis Ngannou à l'UFC contre Ken Velasquez en 2019 aux États-Unis. Ça, c'était cool. Faire son entrée, tout ça, c'était cool. Euh, et le pire souvenir, il y a que des, j'ai pas de pire souvenir, pas qui me viennent comme ça. Juste une fois, ouais, j'étais en Biélorussie et pour un championnat du monde de boxe thaï et il y a un des athlètes qui se fait ouvrir l'arcade et bah, les médecins sur place, c'est catastrophique. C'est le Moyen Âge, donc du coup j'étais obligé de faire tout seul, de recoudre le gars. Bon bref, je me suis transformé en médecin alors que c'est pas du tout mon taf. Et c'est chiant, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pas un pire souvenir, c'est juste que sur le coup, c'était un peu le speed quand même. Mmh. Et quelles sont vos références personnelles dans votre métier et avez-vous un modèle qui vous a inspiré dans votre carrière? Euh, non, j'ai pas de référence. Je trace ma route. Je réfléchis, j'ai pas de référence à qui parce qu'en fait, ce que je fais, ça n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire kiné spécialisé dans le sport de combat qui accompagne autant les combattants, ça n'existe pas. Il y a des kinés qui, genre, ont un patient qui font des sports de combat ou un kiné qui accompagne une équipe de France de boxe anglaise ou autre, il y en a. Mais ils sont pas impliqués euh, à ce point-là. C'est-à-dire qu'ils font leur petit déplacement, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc j'ai pas de mec qui, ah oui, où je me dis, ah oui, lui,
J'en ai pas. Après, on va dire Rémi Filio, Rémi Lancou, de son vrai nom. C'était un kiné, pareil, qui était spécialisé dans le sport de combat, mais bon, pas que, mais qui est quand même un des plus spécialisés que je connaisse dans le milieu. Et, euh, et ouais, on va dire que j'ai pris un peu exemple sur lui, sans être en mode fan absolu, mais pris un peu exemple sur lui. Après, voilà, j'ai pas de mentor ou de gars où faut, ouais. Et quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait, comme vous, devenir préparateur physique et kiné du sport, spécialisé? Bah, c'est simple, ça c'est une question qui me revient souvent. Pour être spécialisé dans un domaine, eh ben, il faut pratiquer le domaine. Donc, pour être kiné du sport, par définition, il faut faire du sport. Donc, quand je vois des gars qui me disent voilà, je vais être kiné du sport, il ressemble à rien, le mec qui fait 10 pompes, il est mort. Je dis gars, comment tu veux être kiné du sport alors que tu ne connais pas le sport concrètement? Donc ça, c'est une première chose. Donc déjà, faire du sport. Après, si tu veux te spécialiser dans un sport en particulier, bah, faut pratiquer le sport en particulier. C'est-à-dire, en plus des sportifs, il faut faire le sport en question. Donc du coup, moi, les sports de combat, donc du coup, c'est parce que je pratiquais les sports de combat depuis que je suis tout petit. Donc c'est pour ça que je me suis naturellement tourné sur ça. Maintenant, si on veut se spécialiser en ping-pong, bah on fait du ping-pong. Donc voilà, il n'y a pas de formation en e-learning, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de podcast, il y a rien sur ça. C'est les tatamis, c'est savoir ce que c'est de se prendre une droite. Voilà, c'est ça le vrai, la vraie formation, c'est être dans le vestiaire, écouter les plaintes des gars et un, essayer de trouver une solution à leurs plaintes. Et voilà, et ça rend, euh, ça, avec le bouche à oreille, petit à petit, bah, ça rend spécialiste dans le domaine, quoi. D'ailleurs, je suis passé à côté. Comment définiriez-vous le sport? C'est une question assez vague, mais en général, on le rapporte à... Enfin, on a l'idée d'une activité physique, mais est-ce qu'il y a une définition plus personnelle que vous lui donneriez? Ouais, le sport, faut bien faire la distinction entre activité physique et sport. C'est pas pareil déjà. Parce que activité physique, c'est vraiment, on sort dans la rue, on marche 30 minutes, c'est une activité physique. Hein. On fait 10 pompes chez soi tous les jours, c'est une activité physique. Le sport, il y a une notion de règles, de règlement, d'arbitrage, de compétition, de points, de médailles, de performance. Donc le sport, voilà. Donc ça, il y a souvent une confusion avec ça. Par exemple, pour moi, la musculation, pour en parler, le renforcement musculaire n'est pas un sport. Il n'y a pas une compétition de musculation. La compétition de musculation, le sport, c'est le bodybuilding ou haltérophilie ou force athlétique. Là, ouais, voilà, ça, c'est un sport. Mais juste la muscu que 80% des personnes pratiquent en salle, bah c'est pas du sport, c'est de l'activité physique. Ah, c'est très bien, hein, c'est pas quelque chose que je dévalorise, mais dire si je fais du sport, je fais de la muscu, non, tu fais pas du sport, tu fais de l'activité physique, et c'est très bien pour la santé. Donc voilà, donc une définition, on va dire théorique du sport, non, j'en ai pas comme ça. Euh, ou alors, je dirais effectivement activité physique orientée vers la compétition. Voilà, si on pourrait donner une définition du sport. Et donc, est-ce que le sport est nécessairement encadré par des règles? Ouais, euh, ouais. Je vois par exemple dans les sports de combat, on a la notion de sport de combat et d'arts martiaux, qui sont pas pareils.
Les arts martiaux, Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc c'est un art de la guerre. Donc la pratique des arts martiaux implique de tuer la personne en face. Les sports de combat, c'est un sport, c'est du combat, mais c'est un sport avant tout. Donc ça implique un règlement et ça implique que la personne en face, après le match, après le combat, après l'événement, tout va bien pour elle et elle peut recommencer la compétition quelques mois après sans souci, sans problème. Donc pour moi un sport est forcément encadré. Sinon c'est pas un sport, c'est je sais pas, c'est un art martial ou de l'activité physique. Mais ouais. J'avais vu une question qu'on voulait vous poser. Quels sont les sportifs les plus connus que vous ayez reçus? Après voilà, moi c'est dans les sports de combat donc tout le monde les connaît pas forcément. En gros, je gère la moitié des combattants de l'UFC français. Donc du Benoît Saint-Denis, Cyril Gane, euh, qui y a d'autres, il y a Assourdine Imavov, là récemment Oumar Sy, Nora Cornol, Taylor Epius. Ça c'est en combattant UFC MMA. Après en en boxe taille, je me suis occupé de Sami Sana. Là, on est vraiment sur des vraiment faut être puriste pour connaître. Mais c'est des gars qui sont multiples champions du monde, qui ont 130, 200 combats à leur actif. Donc c'est vraiment des machines à tuer. Il y a Jimmy Vienno, Sami Sana, Alexis Barbosa, Alexis Nicolas Barbosa, qui a été champion du One il n'y a pas longtemps. Voilà, en grand nom, il n'y a que ça qui me vient en tête là. Comment reconnaître un muscle déchiré d'un muscle froissé? On froisse une feuille de papier. On peut déchirer un muscle, mais on froisse pas un muscle. C'est froisser, ça n'existe pas. Le terme n'existe pas. Au niveau de la déchirure, il y a différents degrés. Il y a juste la petite contusion osseuse, la contusion musculaire, je veux dire, où c'est un bleu, et donc forcément, un bleu, c'est qu'il y a du sang, donc c'est qu'il y a eu des micro-déchirures. Donc ça, c'est la contusion, c'est le bleu, c'est voilà. Ça, c'est le stade 1. Stade 2, on commence à être un peu plus sur une déchirure. Et là, il y a plusieurs fibres qui ont été déchirées. C'est-à-dire que là, c'est pas quelques fibres. Là, on parle vraiment d'un gros paquet de fibres musculaires. Même on parle de faisceaux musculaires, donc plusieurs fibres. Et après, il y a le gros stade 3, c'est la rupture carrément musculaire. Et puis il y a aussi la désinsertion musculaire. Le muscle se désinsère de son os sur lequel il est attaché. Donc y a le froissé, ça n'existe pas. C'est déchirure musculaire de grade 1, 2 ou 3. Dans le terme médical, c'est comme ça qu'on gère. Et donc ouais, voilà. Quelle est la meilleure façon de travailler la ceinture abdominale? Ceinture abdominale, elle est constituée de plusieurs muscles, constituée de 4 muscles. Donc il y a les abdos qu'on voit hein, visuellement, mais il y a aussi le transverse, il y a l'oblique externe, l'oblique interne. Donc c'est la cingle abdominale, c'est pas uniquement les abdos qu'on voit devant la glace, tablette de chocolat. C'est plus complexe que ça. Et il y a des exercices qui font travailler chacun de ces muscles-là. Donc la question est large. Il y a milliards de façons de travailler les abdos. Donc ce qu'on appelle vulgairement les abdos, mais les abdos, normalement les abdominaux, c'est un seul muscle de la cingle abdominale. Moi, souvent, ce que j'ai tendance à dire, c'est dans un premier temps, il faut travailler le transverse. C'est le muscle le plus important de la sangle abdominale. C'est celui qui permet vraiment déjà de protéger le dos. C'est le seul qui va jusqu'au dos. Donc, il est important. C'est celui qui fait l'effet ventre plat. Donc, tout ça pour les meufs, c'est quand même cool.
C'est celui qui participe à la génération et au transfert de force dans le coup, de points par exemple, ou dans un lancer aussi. Donc le muscle transverse, c'est le premier muscle à bosser, c'est le plus important. Après, dans un on a les obliques qui sont intéressants et les abdos. Voilà. Les abdos en mode tablette de chocolat, c'est les moins intéressants. Ils sont intéressants visuellement, voilà, c'est stylé, c'est beau, ok. Mais fonctionnellement parlant, c'est les moins intéressants. Le rôle des abdos, c'est juste de fléchir le tronc vers l'avant. Et quelque chose qu'on fait relativement rarement, c'est fléchir le tronc vers l'avant, droit, tout droit. C'est quelque chose qu'on fait rarement. On fait, mais en général, on inclut une petite torsion et les obliques rentrent vite en jeu. Donc voilà. Quel exercice recommanderiez-vous pour renforcer le dos? Pour renforcer le dos, le dos c'est un peu pareil que les abdos, hein. Oui, Il y a tellement d'exercices différents. Moi, je pense qu'il faut alterner entre les muscles polyarticulaires, enfin entre les exercices polyarticulaires et en isolation. C'est-à-dire les exercices en isolation, ça va être par exemple faire le Superman au sol là, ou faire des relevés de buste euh, sur euh, sur une un, sur un banc à lombaire par exemple. Ça va être des exercices d'isolation qui peuvent être intéressants. Et il faut inclure effectivement des exercices polyarticulaires comme le deadlift, donc soulevé de terre en français, ou le Jefferson curl. Jefferson curl, c'est comme un deadlift, sauf que au lieu de lever la barre dos droit, on va la lever dos rond. Voilà, ça c'est, faut bien comprendre que le dos est fait pour bouger dans toutes les directions, donc il n'y a pas à avoir peur d'être dos rond, dos droit ou autre. Il faut tout faire. Faut tout faire. Il n'y a pas the exercice pour le dos. Et là, je parle des lombaires. J'ai pas parlé du haut du dos aussi. Donc, le dos, c'est large de fou. Il y a la partie haute du dos, basse du dos, moyenne du dos. Et tout ça, il y a des exercices pour ça. En tant que pratiquant de l'athlétisme, je voudrais vous demander quel exercice pourrait être le plus optimisé pour les mollets au saut ou en hauteur? L'athlé, pour l'athlé, les muscles, d'une manière générale, les plus importants, c'est vraiment pied, mollet, ischio, fessier. C'est toute la chaîne postérieure. Ça, ces muscles-là, c'est vraiment les muscles du coureur par excellence. Et faut vraiment voir ça comme une chaîne. Et chaque maillon de la chaîne doit être fort. S'il y a un de ces maillons-là qui est faible, automatiquement, il va y avoir une blessure sur un des autres maillons qui va être surchargé. Souvent, en athlée, il y a beaucoup de blessures au niveau des ischios. Donc, c'est un gros point faible. Voilà. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Les mollets, maintenant, comment les travailler en mode athlé en vrai, c'est quelque chose qui est déjà très très travaillé en athlé, rien qu'en faisant de l'athlé. Il y a des gammes athlétiques, il y a des départs de sprint, des répétitions de sprint. Ça tire très très fort sur les mollets. Il se trouve qu'un sprint, en termes de charge sur les tendons et les muscles, c'est équivalent à 10-15 fois le poids du corps. Donc il y a pas d'exercice en fait qui permet de travailler avec des charges aussi lourdes. Donc en vrai, pour travailler ses mollets pour l'athlé, faire des répétitions de sprint, faire des répétitions de saut, ça reste la meilleure option. Après, se faire un petit travail de renfort en isolation, en saison off, pourquoi pas. Mais c'est pas les exercices à la salle, quoi qu'il en soit, seront inférieurs en termes de génération de force et de puissance que les sprints et les sauts.
Donc tout ce que je peux dire, c'est, faire des répétitions de saut, des répétitions de sprint, faire du travail en escalier, par exemple, des montées de genoux en escalier, des choses comme ça. Ça, bon, bah, ça va entraîner, le mollet à proprement parler et le tendon, d'Achille. Faut pas l'oublier lui. Hem, avez-vous des exercices, à recommander pour, travailler ces muscles transversaux? Pour le travail du transverse, en fait, bah, le rôle du muscle transverse, c'est de rentrer le ventre. Donc l'exercice de base, ça va être déjà, on s'allonge, on plie les genoux et on rentre le ventre le plus fort possible en ouvrant la cage thoracique, c'est-à-dire en ouvrant les côtes. Rien que déjà ça, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire. Si on n'arrive pas à faire ça, tôt ou tard, il va y avoir un problème de dos. C'est sûr à 80%. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, on sait que le muscle transverse s'active dès qu'on lève les bras au ciel. Dès qu'on lève le bras au ciel avec une charge de bras, automatiquement le transverse s'active. Pour une personne qui a un transverse activé, hein, bien sûr. Il y en a qui n'ont pas de transverse activé à cause de la position assise prolongée. Hein. Et ça, c'est sûr que ça peut impacter le dos après. Donc déjà, se concentrer à rentrer le ventre dès qu'on porte une charge. Déjà, c'est un bon exercice de travail de transverse. Et quel rôle joue le stress dans le sport? Bah, le stress, c'est quelque chose de très très important dans le sport, c'est un des gros, c'est très très nuisible au sport. Euh, à partir d'un certain dosage, il faut un certain stress, voilà, qui permet de rester focus, et de bénéficier d'un petit cocktail hormonal d'adrénaline qui fait que on sentira moins la douleur, on aura moins de préoccupations externes. Mais il faut faire attention au stress qui handicape. Hein. Après le stress, ça regroupe plein de choses. Il y a le stress, là, le stress dont je parle, c'est le stress psychologique, mental. Mais il y a aussi le stress mécanique. Faire une activité physique est un stress. Le corps humain s'adapte justement, il a horreur du stress. Le corps humain n'aime pas le stress. Donc, à partir du moment où le stress, voilà, je vais faire 10 pompes tous les jours, c'est un stress pour le corps. Et pour ça, il va s'adapter. Donc, il va faire en sorte que les 10 pompes deviennent de plus en plus faciles pour que ça soit de moins en moins stressant. Et c'est pour ça qu'il faut changer à chaque fois le programme, sinon pour stresser le corps en fait à chaque fois. Donc voilà. Après, il y a un indice, de stress. C'est une échelle en fait qu'on qu'on donne aux sportifs. Ça se fait beaucoup en préparation physique. Voilà, de 0 à 10. Il y a une batterie de tests, une batterie de questions un peu psychologiques pour savoir dans quel état psychologique l'athlète est. Est-ce qu'il est stressé ou pas? Parce que ça, on sait que ça nuit vraiment très très fort à la performance. Ça peut diminuer de 10-20% la performance si la personne est stressée. Voilà, sa femme va pas bien ou il va peut-être se faire virer de son boulot ou autre. Tout ça, c'est des facteurs de stress qui vont nuire à la performance après. Donc là, il y a aussi le rôle de la préparation mentale, de se détacher de tout ça, de se détacher de la situation et de se concentrer que sur la performance. Je crois qu'il nous reste 2 questions. Comment trouver la motivation de faire du sport seul pour une personne habituée au sport collectif? Le mieux, c'est de se faire du sport seul avec des potes. Donc voilà, si je suis habitué à faire des sports co, il faut retrouver cette espèce d'ambiance un peu co euh, avec des amis. Tiens, viens, on va à la salle faire de la muscu, par exemple, et puis se faire des petits challenges. Voilà,
Viens, on se fait, je sais pas, max de le premier qui fait 100 burpees ou voilà, se donner des petits challenges, des petits objectifs en fait. Faut qu'il y ait des petits objectifs. Parce que voilà, c'est là ce que je disais, la différence entre le sport et l'activité physique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont habituées à faire du sport ou à faire de l'activité physique, ça les ennuie parce qu'il n'y a pas d'objectif en fait, il y a pas de but à marquer, il y a pas de match à gagner, il y a juste se bouger pour se bouger, ça les ennuie. Et, euh, et du coup, faut retrouver des petits challenges. Faut se dire, voilà, je sais pas, prendre, allez, 1 kilo de muscle ou perdre 1 kilo de gras. Ou faut se donner des petits objectifs. Faut essayer de les partager avec d'autres qui ont à peu près les mêmes, si possible, les mêmes objectifs. Comme ça se tire un peu la bourre. Parce que qui dit sport co dit compétition. Esprit de compétition, donc il faut voilà se challenger un peu les uns les autres quoi. Mais c'est sûr que sinon c'est un peu dur. Que recommanderiez-vous si vous a à une personne ayant une vertèbre, coincée et est-il bon d'essayer de se la remettre en se la faisant craquer? Alors du coup, je vais modifier tout ce qui est termes parce que là, les termes ça va pas. Oui. On se coince rien, on n'est pas des meubles. Donc on se coince rien, on remet rien non plus, rien n'est démis, donc on remet rien. La seule chose qu'on remet, c'est tout ce qui va être luxation. Quand on se luxe, c'est-à-dire quand l'articulation sort de son logement, là effectivement, faut remettre, par exemple une épaule. Et ça passe par l'hôpital. Il faut se faire endormir ou il faut se mettre un gaz qui nous fait un peu planer. Et après, on se fait remettre l'épaule. Voilà. Donc là, on n'est pas dans ça. Là, on est dans on va dire, un petit déséquilibre articulaire, qu'on va minimiser un peu les choses. Et on sent effectivement que le dos, il bouge pas de la même manière quand je vais à droite, quand je vais à gauche. Ok, ça, faut savoir que on est plus sur un blocage musculaire qu'un blocage articulaire, même si on a l'impression que c'est articulaire. Le craquement qu'on entend quand on se le fait, euh, effectivement, ça soulage, mais c'est pas pour autant que ça résout le problème. C'est-à-dire que le craquement qu'on entend, ça envoie juste un paquet hormonal au corps humain et au système nerveux qui, par voie de fait, entraîne un relâchement des muscles autour de l'articulation qui libère du coup l'articulation. Mais s'il y a eu ce blocage-là à ce moment-là, il y a une cause, il y a bien quelque chose qui l'a bloqué. Donc ceux qui se font craquer régulièrement le dos, ils comprennent bien, même si ça soulage, que ça sert à rien, vu qu'ils doivent le faire à chaque fois, c'est que ça tient pas. En fait, leur correction, on appelle ça une correction ostéopathique, leur correction ne tient pas. Parce qu'ils ont, au lieu de réfléchir à la cause de pourquoi j'ai effectivement cette vertèbre qui est pas, qui ne fonctionne pas, au lieu de réfléchir à ça, ils se font craquer. Mais ça sert pas à grand chose en vrai. Donc, je me souviens plus de la question, mais voilà. Merci d'avoir accepté de notre invitation. Je crois que plus personne n'a de questions. Ok. Merci à vous d'être venus et peut-être Merci à vous.